Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira comme chaque semaine. Comment vas-tu Kira? J'espère un petit peu mieux, je devais te voir le week-end dernier mais tu étais tout malade. Oui, ça va un petit peu mieux, bonjour Sid, bonjour tout le monde, ça va un petit peu mieux, je suis encore un peu maladou, clairement, donc je risque d'avoir une voix de crooner pendant tout l'épisode, je tousse encore beaucoup, mais ça va mieux, déjà j'ai plus de fièvre, donc 2 fois en un mois et demi, je t'avoue, je commence bien l'hiver. Donc j'espère que ça va se passer, mais déjà oui, on n'a pas pu se voir la semaine dernière pour ton anniversaire, mais du coup tristesse. Voilà, ça va mieux quand même malgré tout. J'ai quand même fait 2-3 trucs cette semaine, donc bien sûr j'ai joué à Pokémon ZA que j'ai commencé. Alors que j'ai commencé, je suis déjà à 20 heures de jeu, donc j'ai déjà bien commencé. Je m'amuse énormément sur ce jeu, il y a plein de choses à en dire, en bien comme en pas bien, bien sûr, parce que c'est forcément plus nuancé que génial ou pas bien comme on voit sur les réseaux sociaux. Toujours. Mais je passe un excellent moment, surtout sur le gameplay. Alors j'ai commencé vite fait, j'ai fait le tuto de Vampire la Mascarade Bloodline 2, tu sais, le premier jeu qu'on adore, on adore le jeu de rôle également, donc j'ai craqué pour l'édition Deluxe. J'ai fait le tuto, mais un autre jeu m'a appelé entre-temps, et donc du coup, je le ferai un petit peu plus tard, celui-ci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé une vieille série télé. Alors, je crois que tu l'avais vu également, cette série. C'est des épisodes de 20 minutes que j'aime bien regarder en mangeant ou comme ça en faisant le ménage. Ça s'appelle Raising Hope. Non, j'ai pas vu ça. Je crois que ça me parle pas. C'est un petit jeune d'une famille de beaufs américaine, clairement, qui un jour couche avec une tueuse en série. Elle va en prison, elle a un enfant. Elle se fait exécuter, il récupère l'enfant, il va apprendre à vivre avec cet enfant et sa famille qui est pas du tout prête à les recevoir parce que c'est des anciens parents ados, tu vois. Et c'est très 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 rigolo, et voilà, je fais ça en plus à côté de mes sessions de gaming. Ok. Et toi, t'as fait quoi de beau cette semaine? Alors de mon côté, j'ai commencé plusieurs jeux qui vont alimenter les chroniques des prochains mois, donc Absolum, dont je parlais la semaine dernière, mais je me suis auto-ambiancé et du coup j'ai commencé le jeu qui est absolument incroyable. Je suis moi sur Digimon, donc j'ai pas pris le Pokémon cette année, j'ai basculé dans l'autre crèmerie, à savoir le dernier Digimon. Donc pareil, pas mal de choses à dire et ça va être très intéressant. Toujours Ghost of Yotei évidemment et Final Fantasy Tactics. Donc je suis vraiment très occupé d'un point de vue gaming, surtout que j'ai toujours mon projet annexe qui me prend 80% de mon temps de jeu, donc voilà, j'avance petit à petit. Mais surtout, Kira, je prépare mon voyage au Japon parce que à l'instant où vous nous entendrez, je serai au Japon. Donc cette émission est enregistrée évidemment un petit peu à l'avance. Et pour les 2 prochains lundis suivant celui-ci, je serai au Japon. Donc vous aurez certainement du contenu un petit peu différent. Enfin, on va essayer de maintenir des programmes, mais voilà. On verra. Et justement, tu parlais de Digimon tout à l'heure et j'ai un auditeur qui m'a fait une suggestion. Il m'a dit est-ce que vous pourriez faire un versus Pokémon ZA et Digimon comme vous avez fait pour Tekken et Mortal Kombat? Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Faudrait voir ça. Pourquoi pas essayer de le rentrer dans le calendrier. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément, avec plaisir. Alors du coup, Kira, le programme et comment faire du bien à la taverne. On est déjà un petit peu à la bourre sur l'intro. Donc si tu peux nous expliquer tout ça. Alors comment faire du bien à la taverne, comme d'hab, mettez 5 étoiles sur toutes les applications de podcast, des commentaires sur Apple Podcast, Spotify, etc. Vous avez le site internet et les réseaux sociaux si vous voulez nous envoyer des messages pour qu'on vous réponde ou pour qu'on vous cite pendant les émissions. Si on a le temps, bien sûr, on met ça au conditionnel parce qu'on est bavard. Bien sûr, partagez les épisodes, ça fonctionne toujours. Et au niveau du sommaire, on va parler de 2-3 petites choses. Donc on va parler d'Xbox aujourd'hui beaucoup. L'interview de Sarah Band, donc ils vont encore nous mitonner, je pense, comme ils savent bien le faire souvent. Ensuite, on va parler de Remedy, pour pas une bonne nouvelle malheureusement. On va parler ensuite, parce que Xbox est toujours premier sur les changements des dev kits Xbox qui augmentent, donc c'est vrai que c'est le moment d'en parler, bien sûr. Ensuite, le test, c'est Fantasy Life, donc là c'est toi qui t'y colle. Yes. Et en sujet hors sujet, je vous l'avais promis, c'est la série Splinter Cell Deathwatch qui est sortie sur Netflix. Et sans plus tarder, on attaque. C'est parti.
Et oui, Saraband fait un petit peu le pompier, si on peut dire, parce qu'il y a eu pas mal de démagogie, pas mal de polémiques autour d'Xbox en ce moment. Donc une prise de parole était nécessaire et c'est Saraband du coup qui s'y collait. Phil Spencer n'étant plus que l'ombre de lui-même, je pense qu'il n'apparaît plus trop en interview ou autre. Et c'était donc dans les bureaux new-yorkais de Mashable, un média que j'avoue je ne connaissais pas, où elle a fait une interview de 10 minutes qui est dispo sur YouTube. Je la mettrai d'ailleurs peut-être en lien dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Donc c'était le 20 octobre, donc il y a 3 jours quand on enregistre. Et elle est revenue sur 4 ou 5 aspects d'Xbox, à savoir leur ROG Ally, l'intelligence artificielle, leur futur hardware, la fin des exclusivités aussi. Et donc point par point, elle vantait donc les mérites de ce nouvel appareil, si je peux dire, un PC portable plus qu'une console portable, parce qu'elle le dit elle-même, l'intérêt, le gros bénéfice de cette machine, c'est d'avoir des bibliothèques unifiées, ce qui est plutôt très cool sur le concept, à savoir, c'est important. Tous les jeux qu'on achètera sur PC seront dispo dessus, quelle que soit la plateforme. Surtout que maintenant où tout est connecté, c'est important, je pense, d'avoir ce genre de feature. C'est carrément bien, c'est le gros point fort de la machine. Machine de niche, on a beaucoup commenté, donc on va pas passer beaucoup de temps sur cette machine, mais elle est chère. Mais en tout cas, elle a cet intérêt d'être un agrégateur de toutes les plateformes PC pour regrouper les jeux. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, elle faisait un peu de com autour de ça, et ce qui est bien normal pour le coup, on lui reprochera jamais. Ensuite, ils ont parlé de l'intelligence artificielle toujours, et on sait qu'au travers de Copilot Windows, parce que finalement, ce PC portable d'Asus, il tourne sous Windows, donc ils veulent intégrer toujours plus d'intelligence artificielle, des agents IA pour nous aider en jeu. Ça, pareil, on en a déjà parlé. Je sais plus ce qu'on s'était dit, mais moi, ça m'emballe pas tellement, à part pour des notions vraiment d'accessibilité pour certains. Mais sinon, je préfère qu'on nous laisse tranquille quand on joue. Appréhender les mécaniques, ça fait partie un petit peu du jeu, justement. Ouais, je trouve que les jeux sont déjà très très assistés à l'heure actuelle, et si c'est pour rajouter encore de l'assistanat, enfin bon, après ça reste que mon avis, c'est ce qu'on disait, pour de l'accessibilité, des gens qui ont un handicap ou des choses comme ça me paraît totalement normal. Mais après, les joueurs devraient avoir le choix pour tout ça. Tout à fait. Et les 2 autres sujets qui vont plus nous intéresser, le premier, c'est il y a la folle rumeur qui court que Xbox arrêtera les consoles parce que les 2 dernières en date, la série S et la série X, les ventes sont très compliquées, en berne on peut dire. Et à ça, il répond qu'il y a bien une console, il y a bien en tout cas une expérience très haut de gamme, voire premium, qui arrive, qu'il mène ses réflexions autour de leur concept du PC portable dont on parlait un petit peu avant, donc la ROG Ally. Et donc, est-ce que le futur de la console Xbox, c'est une extension salon de ce PC portable très cher, très haut de gamme, qui est, comme je l'ai dit, un agrégateur de toutes les de tous les stores PC? Eh ben, elle ferme pas la porte. Elle dit plutôt même que vous êtes dans le vrai, sans confirmer. Mais en tout cas, la piste est bien celle-ci. Donc, ce qui, pour moi, signifie quand même 2 choses. Non, ce n'est pas une console portable, c'est un PC de salon qui a un écosystème reproduisant l'intérêt des consoles, à savoir le plug and play. Et aussi qui vont se positionner sur une gamme tarifaire extrêmement plus forte que les consoles actuelles, qui sont déjà chères, on le dit à chaque fois. Et donc ma question, Kira, qu'est-ce que ça t'inspire ? Comment te dire ? Moi en ce moment, Xbox, ça m'inspire rien du tout, parce qu'ils promettent souvent monts et merveilles pour finalement tenir aucune de leurs promesses derrière. J'étais un fervent défenseur de la marque. Et moi, en tant que consommateur et joueur, je vais là où j'y trouve mon intérêt, tout simplement. C'est logique. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours une Xbox, mais je n'y trouve plus mon intérêt, à un point que les jeux Xbox First Party, je vais attendre les sorties PlayStation. Juste pour le principe, en fait, parce que j'ai envie d'être un vieux con. Encore une fois, c'est bien, hein, Madame Saraband, c'est très très bien de proposer un hardware premium de ouf et tout, mais il faudrait des jeux déjà, en fait. Et si vous n'avez pas de jeu, je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans la meilleure machine de tous les temps, en fait. Et encore une fois, c'est une question de contenu. Et tu m'offres la transition parfaite, et je donnerai mon avis à la fin de tout ça, du coup. La fin des exclusivités, elle le dit, les plus grands jeux du monde sont disponibles partout, Call of, Minecraft, Fortnite, Roblox. L'idée de verrouiller ces jeux à un seul magasin ou un seul appareil est obsolète pour tout le monde,
selon elle, simplement, donc elle ferme clairement la porte des exclusivités pour Xbox. Néanmoins, ma réflexion, moi, de fond, si les jeux sortent partout, on est content parce qu'on fait comme toi, de l'opportunisme, on va là où ça nous arrange, et c'est en effet dans l'intérêt des joueurs. Mais par contre, c'est jamais, à mon sens, dans l'intérêt de la marque, parce que les exclusivités, leur seul, pour moi, intérêt, c'est de représenter l'image de marque, justement, de l'entreprise. C'est une vitrine. C'est une vitrine, voilà, exactement. J'allais le résumer comme ça. Et je pense, après, voilà, ils sont certainement des marketeurs et plein de gens qui pensent très bien. Mais là où moi je trouve que c'est une erreur, en tout cas pour la marque, c'est de se fermer à ces exclusivités qui représentent la marque. Xbox, demain, en perdant ses exclusivités, perdra une partie de son âme, alors qu'elle a un patrimoine incroyable. La Xbox 360 a des licences de folie, qui moi, voilà, pas celles que j'aime forcément, mais Gears, Halo, etc., c'est une image. Et il s'en prive, à mon sens, sur le long terme, ce qui fait que quand demain on choisira sur quelle plateforme on ira jouer, peut-être pour jouer à Call of, peut-être pour jouer à un jeu qui sera disponible partout, mais on fera le choix de la marque qui nous vient en premier, des vitrines que l'on a vues. Et là, c'est les exclusivités qui, à mon sens, portent cette force-là. Moi, en soi, je suis un peu plus mesuré dans le sens où si c'est une exclusivité temporaire et qu'après ça part sur une autre machine, pourquoi pas ? Je pars du principe que si tous les joueurs peuvent jouer un maximum de jeux sur la même machine, c'est gagnant-gagnant. Oui. Après, le risque, c'est que ça limite le nombre d'exclusivités enfin, on va plus appeler ça des exclusivités, mais de produits éditeurs, si tu veux, vraiment de produits internes à Microsoft. Mm-hmm. Et ça, déjà, ça sera un gros frein. Et l'autre chose derrière, pourquoi acheter dans ces cas-là une Xbox si tes jeux sortent ailleurs, en fait. Dans ces cas-là, autant acheter la console qui regroupe tous les jeux. Donc forcément, passer chez la concurrence. Certes, encore une fois, la console peut être plus puissante, pourquoi pas, mais bon, est-ce que le Game Pass est intéressant ? Quand on voit le prix du Game Pass actuellement, pour moi, c'est en aucun cas intéressant. C'est vrai que je ne pratique plus la location de jeux vidéo, maintenant je préfère les obtenir. D'ailleurs, toi, ce qui me fait chier aussi, c'est que Microsoft, quand ils sortent des jeux maintenant sur PlayStation, c'est comme une game keycard, mais version disque. En fait. C'est un disque keycard, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'embête. Mais c'est comme ça qu'évolue le marché. Moi, je suis pas pour, et je pense que Microsoft se tire une balle dans le pied en faisant ça. Donc c'est bien pour le joueur, mais pour la marque, sur du long terme, je vois pas comment c'est tenable. Je pense exactement comme toi, Kira. C'est certainement bon pour les joueurs, quoique demain, si Xbox sort une console qui est très chère, ça va désinhiber et PlayStation et Nintendo. Donc ce sera pas de la concurrence qui ira dans le bon sens, je trouve. Là où la série S avait plutôt tiré les prix vers le bas, donc ils font quand même très volte-face par rapport à ce qu'ils nous expliquaient il y a 4-5 ans quand ils ont sorti leur dernière génération. Et surtout, pour moi, ça représente un certain délitement de la marque où, en faisant une console qui est premium, c'est plutôt un marché de niche, donc ils vont verrouiller un petit peu la marque, elle sera moins présente dans les consoles de salon. Et aussi, avec la fin des exclusivités, en effet, moi, si demain j'ai envie de jouer à Halo, s'il est sur PlayStation, j'irai plutôt sur PlayStation. Donc je trouve en tout cas dommage pour le monument qu'est la marque Xbox, mais vraiment, je parle vraiment de la marque, parce que eux, ils vont continuer à engranger des milliards et des milliards, et Microsoft va très très bien tourner. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est plus dans le paysage vidéoludique moderne, on perd quand même une icône du jeu vidéo, à mon sens. Après, j'avais fait la réflexion une fois lors d'un épisode où les augmentations de tarifs, c'était un peu une façon de nous faire passer la pilule de la première génération qui sera hors de prix. C'est vrai que ça a commencé avec la PS5 Pro, que je trouve encore une fois très cher pour ce que c'est. Microsoft, pire, ils ont mis leur console à 600 balles, alors qu'au final, il n'y a rien de nouveau. Je me dis que la prochaine génération, elle va quand même piquer, quoi. Il y a ce risque, en effet. Alors, parlons de quelque chose de plus réjouissant, pas du tout. On va parler de Remedy, oui, la société finlandaise que j'aime beaucoup, donc responsable de Max Payne, de Control ou d'Alan Wake 2, traverse une période difficile. Son nouveau jeu multijoueur coopératif, donc FBC Firebreak, est un jeu qui se passe dans l'univers du Remedyverse. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Oui. Voilà, donc a été lancé le 17 juin 2025, n'a pas rencontré le succès escompté. Donc malgré plus d'1 million de joueurs recensés sur les tout premiers jours de sortie du jeu, une large majorité de ces joueurs en fait venaient des services d'abonnement comme le Game Pass, plutôt que par achat direct.
donc ces chiffres restreints et surtout bien en dessous des objectifs internes, à décroît, oui. À décroît au fur et à mesure, en fait, et sont passés rapidement sous la barre des 100 joueurs en simultané. Oui, en effet, c'est très très peu. Vraiment pas ouf. En conséquence, Remedy a émis une alerte sur ses résultats financiers de l'exercice 2025, donc faisant d'un déficit de 14,9 millions d'euros liés au budget du jeu. Moins de 2 semaines après cette annonce, le directeur général, donc le CIO de la société, qui s'appelle Tero Virtala, qui est en poste depuis 2016, a quitté ses fonctions à effet immédiat, donc c'est comme un accord avec le conseil d'administration. Et le cofondateur de Remedy, Marcus Mackey, a été nommé du coup CIO par intérim, le temps de lui trouver un remplaçant. Okay. Donc Remedy évoque ces changements et ne remet pas en cause ses autres projets majeurs, notamment la suite de Control et surtout les 2 remakes de Max Payne qui sont très très attendus. Oh que oui. Mais ça marque quand même un tournant. Alors déjà, moi je note 2-3 petites choses. La première, c'est que qu'est-ce que vient faire FBC Firebreak dans avec un studio comme Remedy, en fait. Un studio qui est spécialisé dans le solo narratif, n'a pas forcément les compétences, solo narratif en plus, n'a pas forcément les compétences et les armes pour pouvoir faire un jeu à service multijoueur. Bon, déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, ils ont un peu succombé à cette mode-là, ils ont voulu encore agrandir leur univers, donc peut-être la folie des grandeurs. Du coup, ça leur a brûlé les ailes. Et au final, moi, ce qui me fait peur quand même, c'est que les prochains jeux se retrouvent très amoindris, parce que forcément, moins de budget. C'est vrai. Peut-être moins d'ambition aussi. On va appeler ça des ambitions excentriques, comme Salem et Sam Lake nous les proposent. C'est que des fois, les jeux partent un peu dans tous les sens, avec des délires un petit peu bigarrés. On l'a vu sur le dernier Max Payne. Et voilà, j'ai peur. Ce que j'adore ce studio, c'est que c'est vraiment ce studio est une bouffée de fraîcheur quand on compare à tous les AAA actuels, parce qu'ils ont vraiment leur ADN et leur façon de créer leur jeu, en fait. Et j'ai peur du coup qu'ils se standardisent et qu'ils se conforment à ce qui se vend pour essayer de faire du profit rapide. Ouais, je rejoins ton analyse. Là où j'allais dire le point positif, c'est jamais positif dans ces cas-là, c'est un échec, mais en tout cas ça montre bien la tendance où en effet les jeux à service partout, tout le temps, cette mode-là qui a été aussi en partie portée par PlayStation et qui s'est écroulée, touche à sa fin. On enchaîne échec sur échec et on a plein d'exemples comme ça. C'est clair. Ce qui fait revenir les jeux que nous on aime, donc pensons un petit peu à nous, les jeux solo, narratifs, assez ambitieux ou même AA, pas forcément cher. Quand je dis ambitieux, c'est pas forcément cher, mais qui sortent de l'ordinaire. Revenir un petit peu sur le devant de la scène, et ça c'est très chouette. Moi je suis content de ce changement. Par contre, quand il y a des jeux à service qui sont des échecs comme ça, en effet ça impacte les studios financièrement et aussi dans leur roadmap de sortie de jeu, où ça occasionne des trous, des vides, des décalages. On le voit sur les jeux, sur les PS Studios notamment, et ça c'est pas vertueux, et ça impacte beaucoup en effet les productions qui suivent. Parce que là où les jeux à service étaient là pour générer beaucoup de cash rapidement, être une vache à lait, se retrouvent, comme le cas que tu citais, être un trou financier, donc faisant le strict inverse de ce que l'on attendait de ces jeux. Et en effet, c'est très préjudiciable pour les studios. Donc on n'aime pas les jeux à service, on n'en veut pas particulièrement, mais ça reste quand même, voir ces échecs-là, c'est jamais bon en tout cas. Et Remedy, c'est un studio qu'on aime tous les deux beaucoup, et j'espère que ça va pas trop impacter les futures productions, comme tu le disais. Et surtout, je parlais aujourd'hui avec un collègue de formation des jeux à service en général, et lui, il joue depuis... Alors, moyenne d'âge, il a 26 ans, tu vois, donc c'est vraiment, on va dire, le public qui consomme du jeu à service. Et lui, il a commencé Apex Legends en 2019 à sa sortie, et depuis, il ne joue qu'à ça, en fait, il joue à rien d'autre. Et c'est ce qu'il me disait, il n'a pas envie de passer un autre jeu à service parce qu'il a investi du temps, il a investi de l'argent, et même si certaines saisons sont décevantes, en fait, pour lui, voilà, il a du skill, mais surtout il y a un effet un peu doudou rassurant, tu vois, parce qu'il connaît ce jeu-là. Et du coup, il n'a pas envie d'essayer même une bêta ou quoi que ce soit, parce qu'il trouve son compte dans Apex Legends. Donc au final, on a des mastodontes qui dominent le marché, et tous les petits nouveaux qui arrivent derrière, s'ils n'ont pas vraiment une proposition totalement différente, ils sont éclatés, quoi. Oui, puis c'est dur de repartir de zéro, comme un MMO ou comme dans une relation amoureuse, rebâtir les fondations de tout ça, c'est vraiment pas simple, c'est assez intimidant. Et j'ai le même exemple pour Destiny, tu vois, j'ai un pote qui est fan de Destiny, et il est...
il est presque pas, Il joue qu'à ça. Ouais. il est presque bloqué dans ce schéma, mais il prend toujours plaisir. Hein, c'est pas bloqué dans le mauvais sens, mais t'es verrouillé. Et c'est complètement ce que cherchent de toute façon ces jeux, c'est de la rétention. C'est de la rétention, bien sûr. la base même du modèle éco. Donc, en effet, il y a de moins en moins de place, je trouve, pour ces jeux-là. Donc, à voir comment Remedy va remédier à ça. Mais en tout cas, j'espère pour eux, comme je disais, que ça va pas trop les impacter. Ouais, c'est clair. Dernière actualité, Kira, pour faire des jeux sur une plateforme, il faut des dev kits. Des kits de développement, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les moins initiés d'entre nous ce qu'est un dev kit dans la version simple? Alors, un dev kit, c'est comme une grosse console de jeu, on va dire, qui permet, oui, plus puissante, bien sûr, beaucoup plus puissante, même qui permet de développer des jeux. Car à l'intérieur, ils ont ce qu'on appelle un debug mode, ce qui leur permet justement de pouvoir développer et de tester les jeux dans l'architecture directement, en fait. Donc c'est très important pour débloquer les jeux. Après, certaines consoles ont des debug modes intégrés pour les tout petits jeux. Donc je pense à Xbox, par exemple, avec la Series X. Mais le dev kit est un élément important à l'heure actuelle pour pour pouvoir coder du jeu vidéo, quoi. Surtout que le nerf de la guerre dans le jeu vidéo, ça reste les jeux. Donc c'est presque un outil politique, j'ai envie de dire, et aussi d'inclusion pour les développeurs. Plus on a un dev kit qui est complet avec des bibliothèques d'outils, de logiciels, des assets complets, c'est souvent porté par le moteur du jeu, mais quand même dans les dev kits il y a des outils, plus ça va générer d'attrait pour les développeurs, ils vont s'attacher à la marque, développer les jeux sur la console, etc. Et les dev kits c'est un peu plus coûteux qu'une console classique. Et plus puissant, tu le disais, par exemple la série X qui a 16 Go de RAM, le dev kit en a 40, par exemple, pour vous donner un petit ordre d'idée. Il a un écran tactile aussi en façade, peut-être pas tactile d'ailleurs, mais il y a des boutons programmables. Enfin, voilà, c'est une console boostée, comme tu disais, avec d'autres fonctionnalités. Et certaines sont plus facilement appréhendables que d'autres. Par exemple, la PlayStation 3 avait comme réputation d'avoir un dev kit très très compliqué à maîtriser. C'était le cas aussi de la PlayStation 2 parce qu'elle était moins bien outillée, par exemple. Il y avait des fonctionnalités qui étaient moins nativement présentes dans le dev kit et qui ont compliqué les choses par rapport à la PS1. Mais donc là, pourquoi, comment, après avoir augmenté le Game Pass, après avoir augmenté les consoles, etc., Xbox augmente le dev kit, passant de $1 500 à $2 000, donc c'est 33%, enfin c'est 33 ou 33% de hausse, j'ai peur de dire des bêtises du coup. Peu importe, c'est une belle augmentation en tout cas, de 1500 à 2000. Et surtout, moi, ce que je trouve assez dégoûtant dans cette histoire, c'est que les très gros studios, on va prendre un Rockstar, évidemment, ils ne payent pas ces dev kits parce qu'ils ont des contrats spéciaux avec Microsoft, parce qu'ils font partie du programme ID Xbox. Bref, ils ont des dev kits gratuits. Il y a certains développeurs qui ont des dev kits aussi gratuits quand leurs projets ont l'approbation d'Xbox un peu en amont, etc. Donc on ne paye pas à chaque fois les kits, mais les plus petits studios qui doivent, eux, compter chaque denier, vont subir de plein fouet cette augmentation. C'est eux d'ailleurs qui se plaignent, hein. C'est pas les géants. Electronic Arts, ils s'en tapent, je pense, complètement que le dev kit Xbox augmente, mais c'est les petits, les moyens studios qui tentent de faire des choses indé qui vont subir cette augmentation. Et c'est ça que je n'aime pas dans cette actu, c'est que ça touche pas les géants, ça touche encore les plus petits, les modestes. Et ça, en termes d'image, ça pouvait pas moins bien tomber, parce que on sait pas combien coûte le dev kit de PlayStation, j'ai vérifié, on l'a pas l'info. Nintendo non plus, peut-être qu'ils ont augmenté, on sait pas. Mais en tout cas, que Xbox sorte cette augmentation-là dans le pire moment, parce qu'ils sont en plus en plein bad buzz avec le Game Pass, en fait, mais quel est le plan derrière? Je me dis, ça n'a aucun sens. Alors moi, je vais quand même mettre un peu de mesure dans ce que tu dis, malgré que je sois d'accord sur beaucoup de choses. Alors la première, déjà, c'est vrai que le fait d'être partenaire Xbox avec le projet ID, ça leur permet à tous d'avoir les dev kits gratuits. Donc le but aussi de cette augmentation, voilà, c'est ça, 2 dev kits. Le but de cette augmentation, c'est bien sûr d'essayer de radiner des gens en tant que partenaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que des dev kits sont gratuits également pour les développeurs qui souhaiteraient mettre les jeux sur le Game Pass Day One. Donc, ça leur permettrait d'avoir des dev kits gratuits, et c'est ce qui permet aussi de limiter les coûts. Donc je pense que c'est une façon pour eux aussi de favoriser
l'ouverture au Game Pass, tout simplement, et d'imposer, on va dire d'une manière la plus sale possible, on est d'accord, mais d'imposer à ces éditeurs-là la possibilité d'aller sur le Game Pass. Autre petite chose, pour les très petits projets, les gens, enfin la plupart des studios passent par les debug modes directement de la série X, donc ce qui permet d'avoir accès à l'équivalent d'un dev kit, moins puissant, certes, mais d'avoir accès à toute l'architecture de la série X pour pouvoir sortir des jeux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est palliatif. Donc c'est pas vraiment les tout petits qui sont impactés. Moi, je dirais plus, c'est les moyennes structures, tu sais, l'équivalent de ceux qu'on fait clair-obscur, tu vois. Eux, je pense qu'ils sont en plein dedans, pour le coup. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, Microsoft l'a absolument pas justifié de cette façon. Ça aurait été entendable. C'est un discours qui. C'est mon analyse, clairement. C'est moi qui vais spéculer parce que ça me paraît être le mood le plus logique. Sinon, ça serait un non-sens. En tout cas, ils l'ont expliqué. Donc, c'est à cause des évolutions macroéconomiques mondiales, des taxes douanières de 30% de l'administration Trump en provenance de la Chine. D'ailleurs, ils cherchent à délocaliser leur production des Xbox hors de la Chine. Et ces hausses s'appliquent à tout le monde, européens comme internationaux, qu'ils soient d'ailleurs impactés ou pas par ces tarifs douaniers, par ces évolutions macroéconomiques, ce qui montre bien que c'est assez bancal comme justification de leur part. Oui, c'est clair. Mais moi, je trouve que c'est quand même très mesquin, et surtout le timing. En vrai, je pense que pour plein de raisons, peut-être. Le timing n'est pas bon, voilà, tout à fait. Tu vois, c'est quelle idée de sortir cette actu en plein dans leur pire bad buzz de la marque. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et encore une fois, voilà, c'est pas les géants qui vont trinquer, c'est plutôt les moyennes productions. Et c'est pas de fair play venant de l'entreprise une des plus riches du monde, je trouve. Après, tant que tu parles de dev kit, est-ce que tu sais combien coûtent les dev kits des autres consoles ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'information n'est pas trouvable. J'ai cherché, j'ai trouvé. Parce qu'ils n'ont jamais communiqué, PlayStation et Nintendo, sur le coût de leur dev kit. Alors, un dev kit PlayStation 5, ça serait 4 500 €. Un dev kit PlayStation 4, ça serait 2 500 €, 2 450, très exactement. Et un dev kit Switch 1, ça coûterait 490 €. Je n'ai pas vu pour la Switch 2. Ok, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de source, donc je te crois sur parole. J'avais vu celui, par contre, c'était 440 $ en effet pour la Switch 1, Switch 2, il n'y a pas. J'ai vu plusieurs personnes qui ont parlé justement à ce sujet, qui ont sorti des tarifs. J'ai aussi regardé Game One, ce qui faisait longtemps, ils en ont parlé également. Et je l'ai aussi trouvé sur un site ricain, tantôt. Quand j'ai eu un peu de temps, on va dire. Et bien, sur ces bonnes paroles, ça clôture la partie actualité de notre émission pour enchaîner sur Fantasy Life, que tu avais surnommé le Animal Crossing Wish à un moment, je me souviens. J'avais dit que je le voyais de loin comme un Animal Crossing Wish. Exactement. Après, tu m'as dit que c'était level 5 et j'ai dit, ah ok, peut-être que c'est juste une impression. En tout cas, sur le papier, ça ressemble à ça. Comme pareil, je me suis fait la réflexion, c'est que le Digimon, moi j'ai toujours vu Digimon, alors je te parle de la série télé Digimon d'époque, quand on était gamin, j'ai toujours vu la série télé Digimon comme un Pokémon Wish en fait, parce que j'ai jamais aimé le chara-design à proprement parler, donc on m'a dit que c'était pas ça, que les jeux étaient très cool, mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce regard-là. Et ben en effet, c'est absolument pas ça pour Fantasy Life, mais ça va nourrir finalement un petit peu la chronique. Donc le jeu est sorti le 21 mai 2025, il y a une édition Switch 2 qui est sortie un petit peu plus tard, donc la voleuse du temps, très exactement. Les musiques sont signées Nobuo Uematsu, donc le papa de Final Fantasy, et ça a été pour moi l'élément déclencheur d'achat du jeu. Gros fanboy. Exactement. Et le jeu est sorti aussi le premier jeu est sorti sur 3DS en 2012, donc c'est une franchise finalement. Ah oui, quand même, ça fait un certain temps. Ça fait un certain temps, avec la particularité justement d'avoir plusieurs carrières, on peut avoir plusieurs jobs, donc c'est ça que j'expliquerai. Le jeu s'est très bien vendu, en quelques temps on a dépassé le 1,5 million d'exemplaires, ce qui est pas mal. Et la vraie question à se poser justement, est-ce que c'est un Animal Crossing-like, ou finalement, la question de fond, quelle est l'identité de Fantasy Life pardon. C'est quoi ce lapsus? Ouais, non, c'est juste lié aux musiques, sinon il n'y a aucun rapport. Donc voilà, on va creuser l'identité de ce jeu, mais avant, la petite musique qui va bien, et les musiques sont sublimes, vous en doutez, parce qu'il y a un génie derrière.
Fantasy Life n'a pas eu une vie tranquille, ça a été même un développement très tumultueux. Donc Level 5 Concept, le nom entier du studio, avait confié à Keiji Inafune la production du jeu. Keiji Inafune, qui est un monument du jeu vidéo à qui l'on doit la production de très grandes sagas chez Capcom. Donc un lien évidemment avec Resident Evil ou Onimusha. Et on dit aussi que c'est le papa de Mega Man, parce qu'il a eu beaucoup d'influence dans la saga, même s'il n'a pas chara-designé le héros comme on le pense parfois. D'accord. Et le jeu avait été annoncé initialement en 2023, qui ira puis en 2024 pour arriver, je l'ai dit, en mai 2025, parce que en mi-2024, la catastrophe est là. Les testeurs en interne ont fait une évaluation désastreuse du jeu et Keiji Inafune a quitté l'entreprise. Et c'est le PDG Akihiro Ino qui a dû reprendre un peu dans la foulée les rênes du jeu en urgence. Et son diagnostic, le jeu était suffocant, avec des déplacements trop limités, une carte trop petite et étriquée, aucune exploration, aucune possibilité de grimper, d'être un petit peu agile, etc. Donc ça a été un camouflet quand même pour Keiji Inafune. Ino le décrit comme être piégé dans l'espace de jeu. Et forcément, c'est pas très, ça fait pas rêver. Voilà, ça fait pas rêver. Et il est presque reparti de zéro en un temps record, en seulement 1 an. Donc c'est un jeu qui finalement revient de loin pour un résultat qui est finalement intéressant, je trouve. On peut couper des arbres, grimper en hauteur, couper à nouveau un arbre, extraire du minerai, partir à la chasse, et tout ça de façon très fluide, très rapide, très simple. Et donc, il a réussi à renverser totalement la vapeur de ce jeu qui était un petit peu suffocant, un petit peu étriqué, pour beaucoup plus épouser un jeu finalement la philosophie Nintendo. C'est un jeu qui est très Nintendo-esque, si je puis dire, dans son approche. D'accord. Je l'ai dit, Nobuo Uematsu à la production des musiques. C'était déjà lui en 2012 et il revient pour cet opus avec un réarrangement des musiques. Et il s'est fait aider de Ace, compositeur de Xenoblade Chronicles. Donc autant te dire que la dimension un petit peu orchestrale des musiques, elle est là. Ouais. Elle est là. Ça fait penser évidemment beaucoup à Final Fantasy. Mais parce que voilà, c'est son chef-d'œuvre, c'est ses musiques à lui. Donc vraiment, pour moi, c'est un élément très fort de la conception du jeu. Et en termes d'univers, j'aime beaucoup l'idée, Kira. Tu aimes les voyages dans le temps, toi aussi, Retour vers le futur, Sliders, tout ça. C'est totalement ma cam. Alors Sliders, c'est du monde parallèle, mais c'est pareil. Imagine un petit peu ça, mais à d'autres dragons fossilisés. C'est encore plus ma cam. Moi, s'il y a des dragons, je suis client. Il y a des dragons, Draconir, d'ailleurs, qui nous emmènent vers une île, à travers un portail un peu mystérieux d'ailleurs, ils nous emmènent vers une île verdoyante située 1000 ans dans le passé. Et donc cette île, Reveria, dans le présent, elle est en ruine. Et donc nous, on y va dans le passé, on voit une île très vivante, prospère, peuplée... Prosper Yuplaboum. Le roi des pains d'épices, je déteste le pain d'épices d'ailleurs. Moi aussi, j'aime pas ça. Tout ça pour dire qu'il retrouve un peuple chaleureux, un peuple bien établi dans le passé, avec une civilisation, comme je disais, plutôt prospère, Yuplaboum, et il rencontre la princesse Rem, qui est un petit peu le cœur de cette histoire, le cœur de cette aventure, parce qu'elle va vouloir un petit peu sortir de son royaume, explorer, etc. Et nous, c'est un petit peu notre rôle d'accompagner ce personnage-là, de réussir à retourner dans le présent, quitter le passé, et pourquoi pas même naviguer entre les temps, entre les périodes, ce qui fait qu'on arrive sur une île en ruine, on retourne dans le passé sur une île vivante, etc. Ce qui rajoute un côté, tu vois, super sympa, très très ludique au jeu. Est-ce qu'à un moment, ton dragon, il récupère de la peau ou il reste toujours en os ? Ah, pour l'instant, moi je l'ai toujours en os. Avec le voyage dans le temps, peut-être qu'il va se... Tu vois ? Je l'ai toujours en os. Par contre, voilà, tu peux vraiment passer d'une période à l'autre. Quand tu viens dans le présent, qui est normalement un champ de ruines, petit à petit, tes actions
vont faire revenir un petit peu à la vie ton village. Tu vas avoir un village, du coup, tu vas pouvoir construire des maisons, etc. Enfin, un truc un petit peu sympa. Et pour décrypter un petit peu, on reste sur notre thème, qu'est-ce que Fantasy Life? On va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que Animal Crossing. Parce que Animal Crossing, c'est un jeu qui finalement est très atypique par rapport à certains éléments forts de game design. Déjà, c'est un jeu en temps réel. Quand il fait nuit chez nous, bah, il fait nuit dans le jeu. Quand c'est Noël, bah, il fait Noël et c'est Noël dans le jeu. Donc si tu joues que la nuit, il fera nuit tout le temps. Il fera nuit tout le temps et tu verras que des insectes présents la nuit et tu verras pas ceux du jour, ce qui t'empêchera de compléter ton insecte dex. Il y a aussi pas d'objectif imposé dans Animal Crossing. Tu es un peu libre de faire ta life. Il n'y a pas de combat. Tu es surtout là pour collectionner et passer des moments assez chill avec tes voisins. Beaucoup de customisation, décoration de l'île, de ta maison, de tes habits aussi. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de crafting, mais plutôt un rythme lent et apaisant. Donc c'est pour moi un jeu de simulation sociale sans combat, axé sur la déco, la créativité, la collection. Bref, un petit moment de vie agréable, sans stress ni danger. Est-ce que j'ai bien résumé Animal Crossing? Ouais, t'as bien résumé Animal Crossing, tout à fait. Qu'est-ce que Fantasy Life? Parce que c'est ça. Est-ce que c'est un Animal Crossing Wish? Dans Fantasy Life, on va combattre. On a plusieurs classes de combat. On peut être un paladin, on peut être un mercenaire, on peut être un archer, ce que je préfère. On peut être un mage. Et toutes ces classes-là ont des spécificités différentes. L'archer, bah, tu te doutes, il tire avec un arc. Il tire à distance, ouais. Voilà. Le paladin, il a une épée et un bouclier. Le mercenaire, il a une très grosse épée. Et chacun ont leurs combos et leurs aptitudes différentes. Pour taper, il y a une jauge de stamina. Donc là, on se retrouve avec une contrainte bien connue dans les jeux maintenant. Mais en tout cas, on ne peut pas taper à volonté, on ne peut pas couper des arbres à volonté. On a notre jauge d'endurance qui va nous bloquer. Aussi, il y a des donjons. Il y a même des donjons procéduraux. Et est-ce qu'il y a des dragons et des donjons et des dragons? Il y a même des boss en dragon, des boss fights. Donc tu vas rencontrer des ennemis plus forts que les autres qui vont avoir une étoile. Et eux, bah, pour les combattre, il va bien falloir manier l'esquive, la garde, etc. etc. Tu as des sanctuaires dans lesquels tu récupères des membres de ton village, si je peux voilà, faire un petit raccourci pour bien comprendre. Il y a un monde très ouvert que tu peux explorer. Donc tu as ton île présente, passée, et tu as un troisième monde qui est vraiment une île très ouverte où tu vas, trouver des tours qui vont te révéler sur la carte les petits points d'intérêt. Tu vas pouvoir escalader, tu vas aller dans des grottes, et tout ça, tu vas pouvoir utiliser tous tes jobs. Donc tu vas pouvoir pêcher, couper des arbres, récolter du minerai, crafter des armures, faire de la cuisine, combattre, etc. Bref, tu vois, un jeu d'une extrême richesse en termes de fonctionnalité et en termes de système. 14 jobs différents avec 14 spécificités différentes, dont des mini-jeux, dont des combats, etc. Tu vois qu'on est sur un truc complètement maboule par rapport à Animal Crossing, ça n'a rien à voir. On est vraiment plus sur un RPG d'action-aventure avec des classes, etc. Et aussi avec des fonctionnalités, bien sûr, où tu peux décorer ta maison, faire ton petit village, etc. Mais c'est un système parmi tant d'autres. Et donc, en ayant dit tout ça, si je te parle qu'il y aura des sanctuaires de mondes plus ou moins ouverts, où tu peux faire de la grimpette, de l'escalade, où tu as des combats, des donjons, tu as ton arc. Bah ouais, Zelda, exactement. Zelda, c'est beaucoup ça. C'est de plus en plus ça, même avec les Zelda, les derniers, Breath of the Wild en monde ouvert, voilà, qu'on aime tous les deux beaucoup. Et donc, l'identité de Fantasy Life, elle est peut-être là. Et elle est, à mon sens, beaucoup plus là-dessus. Sur un RPG qui a des connotations Animal Crossing dans le côté un peu zen, mais qui est un système simplement du jeu, mais pas du tout la colonne vertébrale comme dans Animal Crossing. Là, on est beaucoup plus sur un RPG d'aventure où il y a énormément de choses à faire, où il y a de l'exploration, de l'aventure, des énigmes. Et donc, pour moi, Fantasy Life, en effet, on est beaucoup plus près d'un Zelda-like que d'un Animal Crossing. Ou en tout cas, le meilleur des deux mondes, si je puis dire. D'accord. Par contre,
il y a qu'une chose qu'on va vraiment, et c'est peut-être pour ça que tu as eu ce sentiment, Kira, c'est l'aspect plus visuel. En fait, oui, j'ai vu que du visuel, je t'avoue. Bah voilà, mais ça fait partie aussi de l'identité du jeu. Et c'est un des éléments qu'il a pioché dans la direction artistique un petit peu d'Animal Crossing, c'est que c'est mignon, on a des petits personnages un peu potelés, rigolos, on a un monde plutôt verdoyant, joli, chatoyant, un peu enfantin, mais ça s'arrête là, tu vois. Sinon, pour le reste, on est vraiment sur quelque chose de très riche, très plaisant. Moi, finalement, je m'y retrouve presque plus. J'adore Animal Crossing, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais là, je retrouve une diversité qui me plaît vraiment beaucoup et qui me fait penser à Zelda, tu vois. Quand t'en parles, ça me fait penser à Stardew Valley un peu. C'est une bonne comparaison, parce qu'on est en effet plus dans ces jeux, à partir du moment, si tu veux, où tu as des combats, tu as des gameplays un peu restrictifs comme la jauge de stamina ou ce genre de truc, où tu peux tout simplement juste perdre, tu vois. Bah, tu n'es plus dans un Animal Crossing-like, à mon sens, parce que l'essence même d'Animal Crossing, c'est enlever cette dimension game over, etc., perte, frustration, qui est un petit peu plus présente forcément dans un jeu comme Fantasy Life. Donc, en conclusion, Fantasy Life I m'a surpris. J'attendais un peu comme toi, en fait, une copie confortable d'un Animal Crossing, peut-être avec quelques combats quand même, parce que je l'avais vu dans les trailers, mais en fait, on est plus, comme je disais, dans une lettre d'amour à Zelda, sous couvert toujours de ce petit côté un peu kawaii, mais c'est finalement le melting pot de tout ce que sait faire Nintendo, je trouve. C'est un jeu extrêmement réussi, à la fois mignon et un petit peu exigeant, à la fois cosy mais aventureux. J'aime beaucoup parcourir ces plaines de monde ouvert et tout. Décontracté mais un petit peu stratégique aussi. Donc il unifie un petit peu, je trouve, les deux camps, si on peut parler de camps. Mais en tout cas, c'est le meilleur des deux mondes, je trouve. T'as pas l'impression qu'il part un peu dans tous les sens, du coup ? Eh ben non, parce que le jeu réussit quand même à avoir une certaine cohérence. Parce que chaque job se répond. Quand tu vas couper des arbres, tu vas récolter du bois qui va te servir pour tes tâches de menuiserie. Et des tâches de menuiserie, tu vas en retirer une épée, par exemple, ou tu vois, tous les jobs vont se répondre. Quand tu fais de la pêche, ça te permet de cuisiner derrière, et des plats qui vont te servir pour ton paladin pour remonter sa stamina, par exemple, en combat. Et en fait, cette multitude de systèmes trouvent leur symbiose entre eux, et ce qui fait que ça fait un tout assez cohérent, très ludique, très sympa, et tu peux faire varier vraiment ton expérience de jeu. Donc en ça, je trouve, non, vraiment au contraire, que c'est une très grande réussite et un juste équilibre des choses. Et c'était pas évident quand on sait le développement un peu... Comment il est parti, ouais. Bah ouais, le développement un peu chaotique. Et là, je trouve qu'ils ont réussi quand même une petite prouesse. Donc allez-y vraiment les yeux fermés. Moi, j'ai adoré. Il est pas très cher, le jeu. Je crois que je l'ai eu à 60 €. Je l'ai acheté sur Amazon Japon pour l'avoir en version physique, parce que chez nous, c'est que en démat. En Europe, elle est pas sortie, ouais. Ouais. Et je l'ai payé 54 €, je crois, avec les frais de port venant du Japon, donc c'est pas très cher. Et vraiment, ça en vaut la chandelle. C'est des centaines d'heures de jeu en perspective. C'est très, très cool. Donc, foncez. Moi, c'est mon petit jeu de chill que je sors régulièrement dans les transports et autres. Ça veut dire que tu peux peut-être m'en choper un quand tu seras au Japon. Ah bah, certainement. Ouais, ça reste à voir. Et en plus, la direction artistique, super sympa. La boîte, elle est chouette. Je suis très content de l'avoir en version physique. Et donc, de ton côté, Kira, tu vas nous parler de Splinter Cell, la série animée sur Netflix, je crois, qui est sortie là, au courant octobre, non ? Elle est sortie courant octobre, tout à fait. C'est une série que j'attendais avec une certaine fébrilité. Le 14 octobre 2025, pour être très précis. Donc, on est le 23 quand on enregistre. Donc, autant te dire que je suis dans les starting blocks. Eh ben, nous t'écoutons, mon cher Kira. On balance le générique que j'ai sélectionné directement de la série pour se mettre en jambe, et on attaque. La série animée Splinter Cell Deathwatch, disponible sur Netflix depuis peu, on en parlait tout à l'heure, marque un retour audacieux et assez inattendu d'ailleurs de la célèbre licence d'Ubisoft, 12 ans après le dernier jeu vidéo, 12 ans déjà. Quand même, hein, c'est pas rien. Ouais, ça commence à faire quand même. Ce projet inédit est porté par le showrunner, donc Darek
Kolstad, déjà connu pour son travail sur la saga John Wick et la saga Nobody également. Ok. Ce qui donne immédiatement le ton, hein. Donc c'est de l'action, de la tension, une écriture nerveuse. À côté de ça, on retrouve à la production Ubisoft, bien sûr, épaulé par 2 studios, donc le studio franco-danois Sun Creature et le studio français Faust, qui assure de leur côté la partie animation, et puis on va le dire, hein, c'est une animation de qualité. Ils sont très très forts en animation, ils interviennent dans plein de productions. Ils sont basés à Paris et Angoulême. Moi, c'est un studio que j'aime beaucoup. C'est un de nos petits fleurons d'animation et on en a plein. Des studios comme ça, spécialisés en CGI et tout. Eux, c'est avec plus, je trouve, quand même une spécialité sur l'animation 2D et tout, même s'ils sont forts en 3D. Mais ouais, c'est un très très beau studio. C'est pour ça que j'avais hâte de t'entendre parler de cette série. Exactement, donc c'est un excellent choix par rapport à la partie technique, et au niveau de la partie narrative, du coup, le choix de Kolstad comme créateur est particulièrement judicieux. Son expérience dans les trailers musclés et stylisés se ressentent sur chaque épisode. Il insuffle également à Sam Fisher une profondeur nouvelle, celle d'un vétéran fatigué, hanté par ses missions passées, mais toujours prêt à replonger dans l'action quand la cause est juste. Ce Sam Fisher-là, d'ailleurs, on va en parler vite fait avant que je vous fasse le synopsis, n'est plus le prédateur furtif d'antan. C'est devenu maintenant un mentor désabusé, confronté à une génération d'agents plus jeunes, plus bruyants, et parfois aussi plus imprudents. Enfin, c'est ma vie quotidienne avec la nouvelle génération. Là-dessus, je me suis identifié direct. Donc c'est un peu, c'est après tous les jeux, du coup, chronologiquement. C'est après tous les jeux, tout à fait. Est-ce qu'on sait si c'est canon, cette série, par rapport au lore de la saga ? Alors, ils l'ont pas encore annoncé, après, sachant que la plupart des séries Ubisoft sont canons dans leur lore respectif, je pense que ça va l'être. Après, en l'état, vu comment est traitée la licence Splinter Cell par Ubisoft, pour l'instant, ça pose pas problème. Alors, la série se compose de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, ce qui permet une narration très resserrée et largement suffisante. Il n'y a pas de temps mort, et clairement, c'est ce que j'aime, moi, ce genre de série plus courte. Au niveau du synopsis, Sam Fisher, retiré du service actif, est sollicité par l'agente McKenna pour une mission en Europe de l'Est. Ensemble, ils vont devoir affronter les fantômes du passé et déjouer les plans d'une organisation liée à des anciens ennemis de Fisher. Ce techno-thriller s'inscrit dans la lignée des grandes séries d'espionnage modernes et évoque naturellement Jack Ryan. Donc Jack Ryan, c'est la dernière itération, c'est on va dire l'itération la plus récente de l'univers Tom Clancy. C'est une série qui est dispo sur Amazon que je vous recommande fortement d'ailleurs, et je pense en parler un de ces 4. Bon, déjà, elle s'inspire par son ton politique, ses enjeux géostratégiques et surtout sa capacité à mêler action et réflexion. Là où Jack Ryan explore les coulisses du renseignement américain avec un regard, on va dire, plus analytique, Splinter Cell, lui, adopte une approche plus viscérale, plus personnelle, centrée sur les cicatrices de ses héros vivant sur le terrain en permanence. Donc c'est bien, c'est que moi j'aime bien comparer ces deux séries, parce que même si foncièrement elles n'ont rien à voir, on voit vraiment la personne dans le fauteuil d'un côté, et de l'autre côté, les personnes qui sont sur le terrain. Est-ce que du coup, t'as pas parlé d'infiltration pour l'instant ? Est-ce que c'est une série d'infiltration ou vraiment d'action ? Alors il y a un peu des deux. Il va y avoir des phases d'infiltration, il y a tout le premier épisode d'ailleurs, il y a tout le début où on va avoir l'agent en question qui va mettre ses fameuses lunettes, qui va s'accrocher à une gouttière, comme dans les jeux Splinter Cell, et on va avoir un côté un petit peu plus action et un peu plus nerveux, car Sam Fisher n'étant plus l'homme qu'il était avant, forcément va être lui plus corps à corps. C'est ce que je veux dire. L'un des éléments qui m'a d'abord rebuté, je dois l'avouer, c'est le chara-design. Donc les visages anguleux, les propositions stylisées et surtout une esthétique qui tranche quand même vraiment avec le réalisme des jeux vidéo, et ça m'a fait vraiment bizarre au début. Mais très vite, j'ai été conquis par l'animation de haute volée. Le studio Faust livre ici un travail très quali. Les scènes d'action sont fluides, lisibles et magnifiquement chorégraphiées. Les jeux de lumière, les textures et les décors urbains nous plongent dans une ambiance sombre, et c'est vraiment immersif en fait. Pour moi, l'écriture et l'animation combinées, c'est digne des meilleurs trailers d'espionnage actuels. Alors, c'est de l'animation 2D, bon, ça certes, c'est de la 2D fait par ordinateur, mais c'est de l'animation 2D, donc c'est pas comme l'immonde bande-annonce de Death Stranding qu'on s'est farci il y a pas longtemps. Là, c'est de la vraie
ça fait vraiment du vrai dessin animé. En tout cas, on n'a pas l'impression de regarder Dragon Ball Super Héros. Et ça fait plaisir parce que généralement, les productions de Netflix ont tendance à être en 3D. Quand tu nous avais parlé de Tekken, je sais pas si tu te souviens. Oui. J'avais dit que justement cette animation un peu générique qu'on trouvait partout sur Netflix, ça me faisait peur parce que j'avais l'impression qu'on allait avoir que ça à l'avenir. Et au final, pas du tout. Je trouve même que le chara-design finit par lui donner une vraie identité visuelle, même très cohérent par rapport aux propos de la série. Autre point fort, la version française. Donc la VF est vraiment de qualité, avec un casting vocal impeccable. Mention spéciale à Stéphane Gaudin, qui incarne Sam Fisher maintenant. Il brille vraiment, il est brillamment doublé, hein, il y a de l'émotion, on va dire, c'est même... il y a de l'émotion, il y a de la nuance, et par moments, il est même sans filtre. Et je trouve que c'est un exploit de passer après Daniel Beretta, qui a quand même doublé Sam dans toutes ses apparitions depuis le premier jeu. Et là-dessus, je trouve que même si sa voix reste différente de Beretta, il y a quand même un petit quelque chose. On peut se dire que c'est un Sam Fisher un peu plus vieux, et du coup, je trouve que ça passe admirablement bien. Les dialogues également sont bien adaptés, le rythme est aussi très bon, hein, clairement, on n'a pas de passage où on se fait chier, tu vois, ou souvent dans les séries, au bout d'un certain nombre d'épisodes, il y a un petit ventre mou. Là, c'est pas le cas, et je trouve que justement, cette version française accentue aussi ce dynamisme. Parce que bon, déjà, les doubleurs respectent énormément la cadence et ont énormément de nuances dans la voix de leurs personnages. On a énormément aussi de comédiens de doublage qu'on a déjà entendus dans d'autres séries, voire même dans des films. Et pour moi, c'est un plaisir de voir une série d'animation bénéficier d'un tel soin sur sa localisation. Et encore une fois, sur Netflix. C'est vraiment très très cool. Enfin, comment ne pas évoquer la saison 2 ? Parce que oui, à peine 24 heures après la diffusion de la première saison, Netflix et Ubisoft ont direct annoncé son renouvellement, donc un signe fort de confiance quand même, et surtout une excellente nouvelle pour les fans de Splinter Cell. Comme moi, on a rien à jouer, donc si on peut regarder des trucs, ça reste quand même cool. Et surtout, si cette suite permet d'élargir les enjeux géopolitiques et de pousser encore plus loin l'exploration du passé de Sam Fisher, moi je dis banco, parce que la première saison pose quand même des très très bonnes bases, et je pense que cette deuxième saison pourra bien propulser Splinter Cell Deathwatch au rang des meilleures adaptations de jeux vidéo. J'espère même un format un peu comme la série Jack Ryan, où une saison égale une histoire. C'est vraiment le style que j'aime bien. Là, ils font une saison 2 comment ça s'appelle ? À Cyberpunk. La saison 2 qu'ils vont faire, ça va être des nouveaux personnages, une nouvelle histoire dans l'univers de Cyberpunk, et je trouve que c'est le format idéal pour ce genre de série. Surtout que la saison 1 de Cyberpunk avait une vraie conclusion, une excellente conclusion. Une très belle conclusion même. Tu peux pas, c'est délicat, je pense, de passer après ça. Ça fait un peu bricolage, et je pense que c'est une bonne façon de faire, je suis d'accord avec toi. Un peu un genre de série d'anthologie, même si c'est toujours le même personnage ou quoi, mais à chaque fois des nouveaux méchants, des nouveaux vilains, et surtout le contexte géopolitique était très très poussé dans les romans de Tom Clancy, et c'est ce qui fait la force de Splinter Cell quand on le compare à Metal Gear, où là c'est un côté un peu plus what the fuck, et un côté plus réaliste, et ça on le ressent vraiment dans cette série. En conclusion, Splinter Cell Deathwatch est une très belle réussite. Elle parvient à réinventer la licence emblématique en lui offrant une nouvelle forme, elle est audacieuse et pertinente, et surtout grâce à son écriture solide, une animation soignée et une VF de qualité, je ne peux que vous la conseiller, forcément. Elle s'impose comme un thriller politique efficace et très actuel. C'est une série à découvrir, et en plus, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée pour la licence. Pour les gens qui ne connaissent pas les jeux Splinter Cell, on peut très facilement commencer par cette série sans être perdu. Ouais, c'est ce qu'on attend vraiment d'une offre cross-média. On parlait de Remedy tout à l'heure, où ils ont voulu étendre leur univers au travers de FBC Firebreak, pour faire du blé plus que pour étendre l'univers, je pense. Moi, je les voyais plus dans cet exercice-là, tu vois, de créer une série, de prolonger l'univers via du cross-média. On sait que c'est un enjeu très très fort. Ça me fait penser au film d'animation qui va arriver, Death Stranding Mosquito, qui partage... moi j'aime bien les chara-design qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. Par exemple sur Splinter Cell, c'est plutôt ce qui me faisait envie, l'animation un peu différente et tout. Le chara-design de Death Stranding me choque pas, moi c'est vraiment l'animation, ça me fait penser à Dragon Ball Super Héros, quoi. C'est du jeu vidéo. Pourtant c'est du dessin animé en 2D, en plus c'est bien parce que la série partage ce trait, ce caractère avec la série Splinter Cell, c'est du dessin 2D plutôt que généré en ordinateur en 3D.
Donc moi, j'aime plutôt ça, tu vois. Après, je comprends que ça peut rebuter et autres. Mais moi, j'aime bien quand, tu vois, c'est plutôt des petits artisans qui dessinent plan par plan. Et ces deux séries partagent un petit peu cet aspect traditionnel de l'animation, et j'aime ça. Mais par contre, en effet, ça sort un petit peu de l'ordinaire et ça peut rebuter. Mais en tout cas, toujours aussi fan, moi, des offres cross-média comme ça, et qui permettent de détendre un petit peu l'univers. Et comme tu dis, sur Splinter Cell, on n'en a pas mangé depuis 12 ans, je crois, tu disais. À part 12 ans, oui. à la Taverne du Gamer, Kira, puisqu'il y a une petite émission spéciale Splinter Cell qui est très cool. Mais on a fait il y a 2 ans maintenant, ça commence à faire. Mais en tout cas, ouais, c'est très cool de voir Splinter Cell revenir. Peut-être des bandes dessinées ou des comics, alors, Kira, ce serait pas mal aussi. Bah écoute, ça serait bien. Moi, ce que je vois quand même, c'est que les productions Netflix jeux vidéo, dernièrement, on a quand même eu des bonnes choses. Là, j'ai pas mal attaqué la série Castlevania, que j'ai pas mal aimé aussi. D'ailleurs, je prévois l'année prochaine de vous faire un petit fil rouge sur toutes les séries Castlevania. Tomb Raider, j'avais moins aimé, je t'avoue. J'avais moins aimé, j'avais trouvé ça, pour le coup, un peu chiant, mais le chara-design et surtout la direction artistique était plutôt sympa. Donc, et puis Cyberpunk, qui était incroyable. Donc s'il continue à rester sur ce côté 2D stylisé avec des vraies histoires respectueuses du jeu vidéo, moi, je veux dire, là-dessus, je garde mon abonnement Netflix juste pour ça, en tout cas. Ouais, mais je pense qu'on a des trucs un peu plus quali, tu vois, qu'avant, où si on reprend la toute première série Tekken, par exemple, animée, qui était un peu what the fuck ou autre, enfin, c'est plus des OAV. Mais je trouve qu'on a monté en gamme quand même en offre cross-média où le jeu vidéo est un peu plus pris au sérieux, tu vois, je trouve. Ils ont glow up, les mecs. Moi, à contrario de toi, j'ai pas aimé les séries Castlevania. Pourtant, j'adore Castlevania, mais celle-ci, j'ai pas trop aimé. Et Tomb Raider, j'ai pas encore regardé. Je voulais le faire, mais j'ai pas tenté. Donc, si tu dis que c'est moyen, je pense que je vais pas perdre mon temps. Le truc, c'est que ce qui m'a gêné dans Tomb Raider, c'est que je trouve qu'ils avaient rien à raconter, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont sorti cette série juste pour tâter le terrain, voir si la licence marchait toujours, mais possible, hein. Mais au final, voilà. Après, c'est pareil pour les films, hein. J'ai jamais été fan des films Tomb Raider. Ceux avec Angelina Jolie sont marrants, mais c'est plus des nanars. Et je pense que c'est plus des histoires qui doivent se jouer plutôt qu'à regarder. C'était le même cas avec Uncharted. En manette en main, c'est très très cool, mais quand on le regarde, c'est tout de suite moins intéressant, en fait. Et voilà, Tomb Raider, c'est un peu le même principe. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est souvent une façon de faire revivre un peu les sagas. On peut prendre l'exemple de d'Onimusha, que j'avais chroniqué, qui est un peu vraiment dans cette veine de faire revenir la saga, pour en plus annoncer quelques temps plus tard le nouveau Onimusha Way of the Sword, avec le même acteur en plus qui est repris. Donc c'est souvent en effet une façon de tâter un petit peu le terrain et voir si la mayonnaise prend. As-tu des petits big up, mon cher Kira, pour clôturer l'émission ? Moi, le seul big up que j'ai, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'était Loki qui proposait une spéciale Pokémon et Digimon. Je me suis dit pourquoi pas, donc je fais un petit big up pour sa recommandation. Sinon, non, j'ai pas d'autres big up pour le coup. Alors, j'ai Karl07 qui nous a mis 5 étoiles, donc c'est l'assurance de passer dans la Taverne du Gamer, d'ailleurs, et qui dit excellent podcast rempli de bienveillance. Donc c'est plutôt cool, merci pour ce joli compliment. Et j'avais noté aussi Girouf qui nous avait laissé un gentil commentaire sur Spotify, parce que vous pouvez aussi le faire. Et il écoute souvent des podcasts. C'est rare qu'il adhère tout de suite à un podcast, et ça a été le cas avec nous. Donc merci, tu es plutôt nouveau chez nous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Tu es chez toi avec nous. Exactement, merci à toi. Et Kira, je te laisse comme d'habitude, traditionnellement, celui qui fait le test ne clôture pas l'émission. J'ai fait Fantasy Life que j'ai adoré en chronique et j'ai adoré vous le présenter. Donc Kira, je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour l'enregistrement avec toi. Je te souhaite des bonnes vacances au Japon. Profite, hein, ça fait des années que tu prévois ça. Je suis comme un fou. De mon côté, je vous souhaite surtout une bonne semaine. Allez voir des films. A priori, Kaamelott est sorti, ça a l'air décevant, mais pourquoi pas aller le voir. Moi, j'y vais dimanche. Je vous ferai une chronique, je pense, dans la foulée. Lisez des livres, jouez à des jeux vidéo. Il y a plein de jeux qui sont sortis en ce moment. C'est vraiment la grosse période, donc c'est le moment de se lâcher. Lisez des BD, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Ciao.